vous apporte Google, il vous apporte uniquement du trafic finalement, des clics qui proviennent de son moteur en échange de votre contenu que vous lui donnez et sans lequel il serait une coquille vide. Donc voilà, ça c'est la logique des taux de clics, c'est-à-dire que plus on est descendant dans la page, plus on est bas, moins on va avoir de clics. Donc en gros, plus on se conforme aux guidelines de Google, plus on est cohérent avec ça, plus on va obtenir de trafic. Et le trafic, il est massif, c'est la poule aux ors, c'est 3 milliards de requêtes par an, c'est énorme, très bien. Néanmoins, par jour, pas par an. Par contre, ce dont on se rend compte aujourd'hui, et depuis quelques années finalement, c'est que ce trafic, c'était un petit peu un cheval de Troie. Ça veut dire que Google, aujourd'hui, n'a plus tellement besoin des éditeurs pour faire ce qu'il veut. Il y a un certain nombre d'années, dans les années 2000, les parts de marché étaient ce qu'elles étaient, il y avait une concurrence. Aujourd'hui, et depuis 10 ans environ, il n'y en a plus. Il n'y a plus aucune concurrence sur le marché des moteurs de recherche. Mais Google fait ce qu'il veut avec vos contenus. Et ça, on va voir que ça a une incidence assez forte sur ce qui se passe ces dernières années et sur ce qui est en train de se passer et sur ce qui va se passer dans les années qui viennent. Ça, c'est le chiffre brut qu'on voit un petit peu partout, que vous avez peut-être vu si vous avez suivi un peu le SEO ces derniers mois, ces dernières années, ça date de l'année dernière. C'est un chiffre qui vient d'une étude américaine faite par un ponte du SEO qui s'appelle Ron Fishkin et sa boîte qui s'appelle SparkToro. On observe entre 2016 et 2018 que les clics, le nombre de clics générés par le SEO sur mobile, c'est une étude qui concerne principalement le mobile, on verra un petit peu pourquoi tout à l'heure, ces clics ont diminué de 20%. On a 20% finalement de trafic SEO qui a disparu ces 2 dernières années. Et en échange de ça, qu'est-ce que Google nous a donné? On pourrait dire que c'est des clics sur du payant ou des ads ou des choses comme ça. Et bien non, pas forcément, même si c'est le business model de Google, on s'aperçoit qu'il y a une hausse de 20% des requêtes internautes qui n'ont généré aucun clic. Alors, pourquoi ils n'ont généré aucun clic? La raison, elle est toute simple, c'est que Google a muté. C'est l'étape 1 de sa mutation, qui dure depuis quelques années déjà. On va voir un petit peu les prémices de tout ça. Et mute en moteur de réponse, en moteur, en Madame Irma, je suis votre meilleur ami, je vais répondre à toutes vos questions. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que quand vous allez avoir certaines requêtes, Google va vous fournir directement la réponse. Sur la météo, vous l'avez tous vu, vous avez directement la météo, vous avez la possibilité de cliquer, d'avoir un peu plus de précision sur votre ville. Sur les définitions, les conversions, les questions assez simples à répondre, les calculettes, et toutes ces choses-là, Google répond directement. Et on voit même que dans certains cas, sur des requêtes qui sont finalement informatives donc avec des informations assez précises sur ce qu'on va attendre, Google de plus en plus fournit non seulement des infos, mais ça c'est une SERP américaine, donc quand je dis SERP c'est Search Engine Result Page, donc la page de résultats de recherche de Google. On s'aperçoit que sur les résultats américains, ici, ils vous proposent dès maintenant un petit bloc de filtrage qui vous permet d'aller voir quelles sont les séries horreurs par exemple, les plus fréquentes, quelles sont les séries comédies, les meilleures, les plus likées, etc. Donc qui commencent à vous fournir un petit peu des sortes d'interfaces, des sortes de mini-sites web dans Google directement, donc une logique vraiment siteless, qu'on va retrouver sur plein de secteurs d'activité, principalement sur des requêtes informatives. Voilà, c'est toutes les requêtes liées au football, au sport en général, les tableaux des médailles pendant les Jeux Olympiques. Tout ça, on a directement les réponses et on peut cliquer dessus, on peut aller voir le détail, on peut même voir les résumés de match avec tous les buts, donc pas besoin d'aller sur certains sites ou de se casser la tête pendant 3 heures. On peut aller voir les stats des joueurs, on peut aller voir pas mal de choses, et ça, c'est sur plein de secteurs d'activité. Sur le travel, par exemple, Google a déshabillé beaucoup de sites, est allé piocher dans ces contenus, parce que tous ces contenus-là, il ne les sort pas de nulle part, c'est pas forcément lui qui les produit, ils ont produit une petite partie, mais finalement, à l'échelle du web, c'est peanuts. Donc par contre, ils vont piocher à droite à gauche et ils vont vous voler vos contenus pour en faire finalement son site à lui qui est le plus dominant, le plus utilisé par les internautes, car le but à de Google, c'est de satisfaire l'internaute. Donc ils veulent répondre à tout, ils vont vous proposer des horaires d'affluence, des petits guides de voyage assez détaillés sur chaque ville que vous voulez visiter, etc. etc. On sort de la simple réponse. Sur des secteurs comme l'aérien, ça va assez loin. On a vu le lancement de Google Flights il y a quelques années qui a été qui a eu un impact majeur sur le trafic pour les compagnies aériennes ou même les vendeurs en ligne, les hôtels, etc. On s'aperçoit que Google Flights, c'est un service à part entière. Donc vous avez votre navigation, vous pouvez choisir la ville de départ, la ville d'arrivée, les dates, et vous avez directement une notion de prix qui s'affiche derrière, avec plein de petites astuces, etc. Et une vraie interface complète, sauf que pour l'internaute, c'est pas forcément transparent de ce qui se passe, de comment ça fonctionne.
Et l'internaute ne sait pas forcément que ça va rapporter de l'argent à Google derrière, puisque les clics sont finalement des liens sponsorisés, ni plus ni moins améliorés. Donc, du coup, toute cette logique-là, Google la masque de plus en plus pour faire en sorte de gagner de l'argent sur ses services. Et ça, ils le font un petit peu partout. On voit Google Hotel qui se diffuse de plus en plus, qui est de plus en plus présent, on voit différents partenariats au niveau des restaurants avec des sites comme La Fourchette ou autres. Il se passe pas mal de choses sur toutes les thématiques. Voilà, pourquoi pas demain sur le spectacle, un partenariat avec un Ticketmaster ou autre, et directement la possibilité de réserver le billet en ligne directement depuis Google avec le lead qui est envoyé sur le service. On sait que Google bosse également dans la partie paiement, donc pourquoi pas payer directement sans même passer par le site. Voilà, il y a pas mal de choses qui se font. Et finalement, c'est pas fini, parce que même quand on étudie un petit peu les résultats américains, qui sont généralement des prémices de ce qui va se faire dans le reste du monde, bon, on s'aperçoit que sur tous les secteurs d'activité, potentiellement on est concerné, que tous les secteurs d'activité peuvent faire l'objet de tests de Google sur cette partie knowledge graph, donc ce qu'on appelle le graphique de la connaissance, finalement l'endroit dans lequel Google fournit des carousels, des petits blocs sur la droite où vous avez tout un ensemble d'informations qui sont proposées, encore une fois volées et agrégées depuis différentes sources. Et voilà, on se retrouve avec des carousels qui présentent les différents véhicules Volkswagen Tiguan de 2009 avec les motorisations, etc. Et on a de plus en plus d'informations qui viennent enrichir ces contenus Google. En tout cas, Google avec des guillemets. Voilà, pareil sur les lave-vaisselle aux États-Unis, on a directement une Maps avec des photos, on a également des sortes comme des product ads, mais sauf que c'est pas vraiment du product ads, on ne peut pas annoncer dessus. Donc Google récupère aussi des données que vous allez lui fournir pour ses services payants pour enrichir ses propres cercles avec directement des notions d'avis qui sont présentes directement. Vous pouvez comparer des produits dans Google avant même d'aller visiter la boutique. Donc autant dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font et c'est très très important pour vous d'être en veille sur votre secteur d'activité parce que demain, on ne sait pas ce que Google va pouvoir vous voler comme trafic. Voilà. La manifestation la plus extrême, c'est ce qu'on appelle la SERP Zero Result. Donc la SERP a zéro résultat, il y en a un seul, il y a la réponse et basta, il n'y a pas de site en dessous. Bon. Sur certains thémas, on va dire que la valeur ajoutée d'un site peut être assez faible. Dans certains cas, je pense que vous allez comprendre que ça peut être assez risqué. Alors jusqu'où ils vont aller finalement ? C'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est jusqu'où va aller Google, jusqu'où ils vont dominer et voler le web pour faire leur site un peu omniscient. Déjà, il faut bien comprendre que l'étape 1 dont je parlais tout à l'heure, le moteur de réponse, c'est l'étape 1. Parce que l'étape 2, on commence déjà à en parler depuis au moins 2 ou 3 ans, c'est l'assistant personnel. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà acheté une Google Home ou utilisent des devices qui font un peu la même chose. L'objectif, encore une fois, de Google, c'est uniquement de répondre, l'objectif en front, en back-office, c'est de gagner de l'argent, d'accord, mais en front, c'est quand même de satisfaire l'internaute, de lui apporter la réponse le plus rapidement et le plus facilement possible, de la manière la plus complète possible et de satisfaire son intention. Donc, on va s'apercevoir que Google veut être votre assistant personnel, veut être présent à chaque étape. Ça, c'est depuis 2013 que ça a commencé. En 2013, c'était la sortie de la mise à jour d'algorithme Google Hummingbird, Colibri, qui avait pour but de mieux comprendre les requêtes conversationnelles, c'est-à-dire les requêtes qui étaient plus ou moins des questions-réponses, c'est vraiment je pose une question au moteur et il me donne une réponse un peu détaillée, je sais pas, qui chante telle chanson, quelle taille fait Nicolas Sarkozy, 1m20, etc. On a également, par la suite, vu l'émergence de RankBrain. RankBrain, c'est l'IA de Google, l'intelligence artificielle de Google, c'est son outil de machine learning, de deep learning, donc, qui a quand même battu le champion du monde de Go à 3 contre 1. Ça donne un peu une idée de la performance de l'intelligence artificielle. Et cet outil, finalement, essaye de sortir Google de sa logique de PageRank par les liens. Google essaye de se séparer de cet indicateur-là pour se baser sur la satisfaction de l'internaute pour son classement de recherche. Alors comment il fait ça ? Il se base principalement sur ce qui se passe sur son moteur. Ça veut dire que finalement, une fois que le classement est fait, il va faire une sorte de refine, donc un réajustement de ses résultats en fonction de certains critères, comme le dwell time, donc le temps que l'internaute va passer sur un site avant de revenir chez lui, le taux de clic finalement, mais pas le taux de clic que vous avez sur votre site, mais le réel taux de clic sur le moteur de recherche, le taux de clic sur la première position, sur la deuxième position, sur la troisième position, etc. Et en fonction des performances que vous allez avoir avec votre site, il va choisir potentiellement de vous surclasser ou de vous déclasser par rapport à ces critères-là.
RankBrain, selon les personnes qui bossent chez Google, c'est le troisième critère algorithmique après le contenu et les liens. On revient à cette histoire de lien, on revient à cette histoire de contenu, mais RankBrain est juste derrière. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle nécessité pour un site, a fortiori un site e-commerce aujourd'hui, d'aller sur de la performance après la visite, d'aller sur de la performance pour éviter que les internautes quittent le site, pour être sûr que Google prend en compte la majorité des signaux qu'il est capable de prendre en compte. On verra qu'il y en a un certain nombre. Une petite chose encore par rapport à RankBrain, il y a un gros débat dans la communauté SEO actuellement, c'est de savoir si Google est toujours capable de savoir comment fonctionne réellement RankBrain. Et beaucoup disent que non, et certains chez Google ont même été confessés que finalement certains choix de RankBrain sont inexplicables parce que c'est de l'intelligence artificielle et qu'elle est autonome et qu'elle fonctionne tout seul et que le système apprenant finalement n'a pas besoin d'intervention humaine qui finalement ne sait pas pourquoi ça a été fait comme ça. Une autre grosse tendance dont Google parle beaucoup, c'est la recherche vocale. Alors on va tout de suite un peu dédramatiser ça. Il n'y a pas réellement de vraie stratégie vocale aujourd'hui. Les devices qui utilisent la recherche vocale finalement sont encore assez limités sur pas mal de sujets, en tout cas sur l'utilisation qu'en fait Google. Aujourd'hui, il vous propose une réponse assez simple. La Google Home propose quelques services, mais globalement, la plupart des résultats sont des résultats qui sont lus sur la SERP. En tout cas sur les requêtes les plus proches de la conversion, je ne parle pas des requêtes purement informationnelles qui n'ont pas réellement d'intérêt pour un e-commerçant. Aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a déjà eu une utilisation de type je suis dans le métro, peut-être pas le métro, la connexion c'est encore pas ça, mais dans le tram, je vais au boulot, je fais une recherche parce que je cherche un lave-vaisselle ou un produit à acheter, etc. Je ne sais pas encore chez qui je vais aller, mais je parle à mon téléphone pour dire quel est le meilleur lave-vaisselle et j'achète sans aller sur l'écran. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça, mais alors si c'est le cas... Oh, c'est vrai ça? Ah bah oui, il a répondu, voilà, on est d'accord. Vous avez essayé, par contre vous n'êtes pas allé au bout. Ah, Google Car. Google Car, c'est pas un autre sujet. Donc bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, même si Google fournit des stats d'utilisation qui sont de plus importantes, sur 50% des requêtes, etc., il faut aussi voir de quel type de requête on parle. Donc, nous, en tant qu'agence SEO qui cherche la performance et le trafic incrémental à forte valeur ajoutée qui va générer de la conversion derrière, on s'en préoccupe bien évidemment, on le monitore bien évidemment autant que possible, de mettre en place des stratégies spécifiques pour ça, c'est relativement peu constructif puisqu'au final les guidelines sont sensiblement les mêmes. On va en reparler tout à l'heure. Les prochaines étapes, donc ça c'est les différents éléments de prospective sur lesquels Google a communiqué à l'occasion de ses 20 ans. Donc c'était à 20 ans, Google aussi, c'est très cool, on est copains, on bosse ensemble. Les micro-moments, c'était la grosse communication de Google, ça veut dire que quand vous êtes dans un acte d'achat, vous avez un certain nombre d'instants qui se passent. Voilà, le moment où j'ai l'idée de, le moment où je prends la décision de, tous ces micro-moments finalement, Google communiquait beaucoup dessus et maintenant ils sont passés à un autre niveau qui est la search journée, donc le voyage de recherche. Ils vont regrouper tous ces micro-moments, ils vont vous les regrouper par cluster thématique et finalement vous les proposer, regrouper dans leur page d'accueil avec les différentes collections que vous allez pouvoir faire. C'est un peu du déjà vu puisqu'on l'a déjà vu depuis 2010 où il y avait des services Google qui permettaient de faire ce genre de choses et qui ont disparu. Mais voilà, ils vous permettent de reclassifier vos différentes requêtes. Vous cherchez un camping, la première requête ça va être ou partir en vacances, la deuxième ça va être camping Ardèche, la troisième ça va être réserver un camping en Ardèche, etc. Et tout ça, il va vous l'assembler pour vous le reproposer parfois si vous n'avez pas forcément été au bout. Ces flux qui sont proposés sur la homepage de Google, c'est ce que Google appelle Google Discover. Ça veut dire que leur objectif finalement à terme, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour prévoir vos requêtes pour que les SERPs qui vont proposer soient requêteless, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de rechercher. Google, tous les mois de décembre, vous poussera en homepage des résultats que vous aurez tapés l'année d'avant ou de manière récurrente sur les années précédentes pour directement vous fournir les résultats qui, a priori, vous intéressent parce que l'intelligence artificielle a défini que c'était comme ça. Donc c'est quand même assez poussé, ça va assez loin, c'est assez invasif. Maintenant, c'est la réalité, c'est ce vers quoi il va. Après, il y a d'autres évolutions dont je vais un peu moins parler, des évolutions principalement visuelles, qui sont plutôt là pour garder Google dans la course face aux autres réseaux finalement, face à Facebook, face aux réseaux sociaux notamment. Donc
donc une question d'expérience utilisateur. Il y a la possibilité également de faire de la réalité augmentée. Vous prenez une photo d'une fleur, Google vous donne la réponse sur quel est le type de fleur, où est-ce qu'elle pousse, etc. Vous allez avoir de la vidéo en preview qui va se charger toute seule dans le résultat de Google, un peu comme on peut l'avoir sur Facebook ou sur Twitter également. Donc voilà, tout ça, c'est des évolutions du X de Google, du I plutôt. Et également, pourquoi pas, la possibilité de fournir des commentaires sur les différents résultats. Ça, on ne le voit pas trop encore, mais c'est des choses sur lesquelles ils veulent s'engager, encore une fois, pour récolter des signaux internautes, utilisateurs, et les utiliser pour leur classement, ce qu'ils ne savent, encore une fois, pas très bien faire aujourd'hui. Je voulais pas vous mettre la mort, ça va? Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu déceptif, ça peut paraître un petit peu anxiogène pour les années qui viennent sur le fonctionnement de Google, l'attaque des robots, etc. Maintenant, on va se poser la question de comment on performe là-dedans et comment on fait du SEO qui fonctionne. Alors déjà, il faut se dire un truc, c'est que le trafic SEO, certes, il a diminué sur ces dernières années. Maintenant, on a commencé à voir que les requêtes concernées n'étaient peut-être pas forcément les requêtes les plus liées à la performance pure, notamment quand on parle de e-commerce. Maintenant, il faut garder une chose en tête, c'est que le trafic SEO il est toujours massif. Aujourd'hui, ça reste le canal d'acquisition de trafic le plus rentable, sans débat aucun. Les investissements SEO prévus sur l'année 2020 aux États-Unis, c'est 80 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est quand même massif. Et sachant qu'on parle hors achat d'espace, qui n'est pas concerné bien entendu, mais ça veut dire que c'est quand même des purs investissements sur de l'improvement. Par contre, évidemment, dans tout ça, le paysage concurrentiel il est d'autant plus fort et les places sont d'autant plus chères. Le niveau d'effort nécessaire pour réussir est toujours plus important. Donc on va quand même vers un resserrement du marché et de la concurrence qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment le droit à l'erreur aussi. Alors déjà, une des premières solutions pour performer, c'est d'utiliser les services de Google. On parle souvent de unserp SEO, comment on fait du SEO sur la page de résultats de Google sans même aller sur le site internet, comment on se rend visible par rapport à ça. On verra que déjà, il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser. Un des éléments, c'est finalement une miette que Google nous a laissé dans ses résultats un petit peu dominants, c'est le feature snippet, donc la position 0, sur laquelle finalement on peut avoir une couverture de visibilité assez intéressante, des taux de clics qui sont parfois un peu amoindris, mais en tout cas en termes de notoriété c'est assez intéressant, et surtout c'est comme ça, grâce à des stratégies de content marketing data-driven, on peut aller assez loin sur la présence sur des feature snippets, sur des requêtes assez poussées, comme je ne sais pas comment nourrir son cheval ou des choses comme ça. On va avoir directement le feature snippet, et c'est ça que Google Home va lire, c'est ça que votre device mobile va lire, ni plus ni moins. Maintenant, après, si vous voulez aller visiter le site, avoir plus d'infos, ou faire next, ou je ne sais quoi, vous ne pouvez pas le faire sur du vocal, donc du coup, on revient sur l'écran. Donc, au final, la stratégie, elle n'est pas spécifique au vocal, elle est surtout spécifique à l'information que vous voulez fournir à vos internautes en tant qu'expert. Et c'est ça qu'il faut retenir. Derrière, il y a d'autres outils de Google qu'on peut utiliser. Celui-là, c'est le People Also Ask, donc les gens demandent aussi. C'est des requêtes secondaires qui vont être proposées et qui vont être fournies à l'internaute quand il tape une requête plutôt orientée question, avec différentes suggestions. Quand vous cliquez dessus, vous avez d'autres résultats. Donc ça, c'est un bon moyen d'aller chercher les informations sur les requêtes que les internautes tapent le plus souvent, puisque finalement, il y a assez peu de filtres. Autant les Google Suggest, Google refiltre un petit peu tout ça et le repasse à sa moulinette, autant les People Also Ask, finalement, il y a même des fautes d'orthographe dedans, donc ça montre à quel point les gens fournissent les infos à Google directement. On peut s'en servir, on part de la requête de départ, je sais plus ce que c'est comment choisir un canapé, je crois, et on se retrouve à comment enlever les mauvaises odeurs dans un placard. Donc en termes de couverture sémantique et thématique, on va assez loin. Maintenant tout ça, on peut le scraper, c'est-à-dire qu'on peut aller gratter le contenu à droite à gauche et l'accumuler de manière massive sur un nombre de requêtes important. Et tout ça, on va l'accumuler, l'agréger, et c'est finalement comme ça qu'on construit des datasets SEO pertinents qu'on va pouvoir derrière utiliser pour définir des strates de content. On va reparler de content après. Je fais un petit focus sur la technique SEO pure. D'un point de vue technique SEO pure, je vous ai fait quelques highlights. Je ne vais pas vous dire tous les critères du SEO aujourd'hui, etc. Je vais vous montrer ceux qui ont un réel impact aujourd'hui et qui fonctionnent encore aujourd'hui. On bosse sur plusieurs centaines de sites chaque année. Et sur tous ces sites-là, on peut tirer finalement des guidelines assez macro qui fonctionnent dans 90% des cas et surtout sur lesquels on voit des réels différentiels entre le avant et le après. Donc, dans l'ordre, c'est pas forcément l'ordre. Ah, pardon, oui, j'avais oublié ça. Donc, quand on parle de technique SEO, la base, c'est de comprendre comment fonctionne l'algo de Google. Et comment il fonctionne, c'est tout simple.
Finalement, il y a 3 étapes. Et ces 3 étapes-là, si on ne les respecte pas, finalement, c'est qu'on n'a pas compris comment fonctionne Google. Donc c'est tout simplement le crawl, Google qui lit vos contenus, l'indexation, je stocke, et le positionnement, le classement. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de ça, le crawl, c'est Google qui va défricher vos contenus et trouver ceux qui sont les plus pertinents. Évidemment, si votre site web il ressemble à un jardin à la française, ça sera beaucoup plus simple pour Google que si ça ressemble à ça. Le classement, ça c'est l'objectif de Google, c'est de sortir de la forêt vierge pour vous amener là-dedans et vous classifier rayon par rayon de la manière la plus clusterisée et la plus pertinente possible, sachant que derrière il y a des clusters interthématiques qui permettent d'avoir des rappels d'une théma à l'autre. Donc toute cette organisation de l'information, c'est le cheval de bataille de Google sur comment réduire ses coûts, également d'infrastructure sur le stockage. Donc évidemment, c'est aussi pour ça qu'il vous demande d'avoir des sites plus rapides, pour perdre moins d'argent. Et puis, il y a l'émergence dans une SERP, donc encore une fois une page de résultats de recherche, qui est au final ni plus ni moins qu'un espace publicitaire partagé entre des résultats organiques et des résultats payants. On verra tout à l'heure que la distinction entre les deux n'est pas toujours claire pour tout le monde, donc c'est important d'arriver à émerger et d'être le plus pertinent dans le crawl, dans l'indexation, pour arriver à être le plus haut possible dans les SERP. Donc je reviens sur mon SEO technique pour 2020, quelques takeaways. Le premier, c'est sur la duplication de contenu. Donc la duplication de contenu, aujourd'hui, quand on travaille sur des sites, encore une fois, à plusieurs centaines par an, ça nous donne quelques indications, c'est vraiment le facteur bloquant qu'on retrouve sur quasiment tous les sites web. Alors là, il y a très peu de solutions qui sont nativement optimisées à 100% pour éviter le duplicate content. Donc duplicate content, c'est tout simplement le fait d'avoir 2 pages, 2 URL différentes avec le même contenu. Ça peut avoir des implications diverses et variées. En tout cas, ça se manifeste de différentes façons. Généralement, les plus gros problèmes qu'on voit, c'est des problèmes structurels, des problèmes d'architecture technique qui font que des fonctions utilisateurs, la plus connue étant la navigation à facettes, vont générer des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de pages automatiquement, en masse, qui vont avoir aucune valeur ajoutée les unes par rapport aux autres. Et tout ça, ça va générer du bruit finalement, et ça va générer une déperdition de la puissance de votre site au profit de rien, finalement, puisque vous allez avoir une décroissance de vos résultats. Il y a beaucoup d'erreurs techniques à ce niveau-là qui sont faites sur les moteurs de recherche internes, sur les nav à facettes, sur les filtres, les tris, les comparateurs de produits. Bref, en gros, dès que vous avez un outil qui sert à l'internaute et qui sert à l'internaute à interagir avec le site, généralement, il va y avoir potentiellement une problématique SEO derrière. Il faut toujours se poser la question de quel est l'impact sur mes URL, comment ça va fonctionner derrière, et qu'est-ce qui va apparaître quand je vais cliquer ici au niveau de Google, qu'est-ce qui se passe quand Google passe dessus. Donc encore une fois, qu'est-ce qui se passe quand le bot troll mon site? Qu'est-ce qui va être capable d'indexer ou pas? Ça, c'est des questions à toujours se poser pour chaque fonction utilisateur. Après, je passe un petit peu sur les notions de non-personnalisation, de faiblesse éditoriale, mais en 2 mots, quand vous êtes un e-commerçant, si vous vendez les mêmes produits que tout le monde et que vous utilisez les mêmes descriptifs que tout le monde, quelle est votre valeur ajoutée? Quelle est votre expertise? Et pourquoi vous choisirez vous, plutôt que Cdiscount, plutôt qu'Amazon, plutôt qu'un autre site qui a exactement les mêmes contenus? Et ça, c'est la question à laquelle répond Google, c'est ne vous privilégiez pas, il prend les produits, tout simplement. Donc, il faut vraiment se poser la question aujourd'hui. La conduite du changement, alors ça c'est quelque chose qui est très souvent ignoré, et ça peut paraître un peu en dehors de la technique, mais ça n'est pas vraiment finalement. Comment on gère finalement ces flux de pages, comment on gère ces entrées, ces sorties de pages, qu'est-ce qui se passe quand je désactive un produit, qu'est-ce qui se passe quand je modifie le nom d'une fiche produit, le nom d'une catégorie, que je la déplace, que je mets une catégorie dans une autre, une sous-catégorie dans une autre catégorie, etc., etc. Toutes ces problématiques-là de modification de votre site, ça doit être anticipé, ça doit être automatisé autant que possible, et surtout, ça doit être flexible. La flexibilité dans le développement de sites web aujourd'hui, a fortiori dans le e-commerce, c'est généralement une catastrophe. Vraiment. Tous les jours, on voit des gens qui viennent chez nous, qui payent des prestations SEO, auxquelles on fait des recommandations, et qui sont incapables de les appliquer sous un délai de moins d'1 an. C'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions techniques ne sont pas adaptées au SEO. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour PrestaShop, je ne suis pas là pour ça. Il se trouve que pour le coup, c'est une solution qui est plutôt SEO friendly, avec lesquelles on peut faire beaucoup de choses. Donc vous êtes au bon endroit quelque part. Maintenant, voilà, sur beaucoup de technologies propriétaires, notamment, on voit des choses qui sont complètement aberrantes, avec des guidelines qui dateraient de 20 ans auparavant, qui sont toujours pas respectées. La réécriture d'URL, des choses comme ça, c'est vraiment des basiques, j'ai même pas envie d'en parler, tellement ça devrait être inclus dans n'importe quelle solution de base.
Et parfois, c'est inclus dans les solutions de base, mais dès qu'on parle de développement spécifique, d'une petite fonctionnalité, d'un petit outil, etc., le comparateur, la nav à facette, etc., et bien là, on retombe dans les travers. Et c'est normal, quelque part, chacun son métier, et les développeurs ne sont pas forcément formés au SEO. Il faut bien garder ça en tête. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire de la pub pour PrestaShop ni pour moi, mais en tout cas, sachez que quand on bosse avec une agence SEO, c'est quand même une garantie d'éviter ce genre de problématique-là. Prévoir en amont en SEO, c'est la base de tout, et ça évite les problèmes. Le problème le plus fréquent qu'on voit, c'est quand on part dans une refonte. Moi, je me souviens encore d'un client qui était sur un CMS complètement obsolète, qui datait de 10 ans auparavant, qui est parti sur un Magento, rien à voir, et puis qui s'est retrouvé à sous-performer parce que finalement, il avait éradiqué certaines problématiques utilisateurs, certaines problématiques techniques, mais le SEO avait été oublié ou mal pris en compte, et au final, il s'est cassé la gueule tout simplement parce qu'il n'a pas écouté ce qu'on lui avait dit. Et ça, il n'y a aucune solution qui vous fera le job tout seul. C'est une hérésie de croire qu'une solution quelle qu'elle soit sera 100% SEO friendly. Ça n'existe pas aujourd'hui, ou alors, à la rigueur, ce qui s'en rapproche le plus, c'est peut-être WordPress, et encore, je suis gentil, vraiment très gentil. Une autre action technique super importante, le balisage. Là encore, ça peut paraître être basique, mais souvent sur les sites web, il y a la logique de structure, la coquille qu'on vous donne, le site web, le CMS, etc. Et puis il y a l'utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur il peut rentrer des contenus, il peut les éditer, et du coup il peut faire n'importe quoi. Donc plus on le cadre, plus on s'assure qu'il est impossible qu'il fasse des erreurs dans le balisage, plus on s'évite des erreurs de ce type-là. Évidemment, le balisage head, le balisage title, métadescription qui est primordial pour le référencement, enfin le title surtout. Les balisages chaînes, les attributs sur les images, tout ça, ça doit être prévu dès le départ, ça doit être automatisé autant que possible et personnalisé par-dessus autant que possible. Tout simplement, vous n'avez plus le droit aujourd'hui d'avoir une fiche produit dont la balise title est au moins à minima gérée automatiquement en fonction du nom du produit. Après, charge à vous de nommer votre produit correctement. Et par la suite, on doit pouvoir le modifier, on doit pouvoir le customiser à la main individuellement pour aller chercher la performance sur un produit, sur ce ciblage. C'est indispensable d'avoir cette flexibilité-là. Autre chose par rapport à ça, tout ce qui est structure data, les microdata sur la partie schema.org, comment on structure son code HTML de manière à ce que Google puisse interpréter le mieux possible les thématiques, les types de contenus que vous allez proposer. Ça permet aujourd'hui de préparer les futurs feature snippets que vous pourrez avoir demain, ou les rich snippets que vous pourrez avoir demain. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de micro-formats qui sont pris en compte par Google. Tout le monde connaît les petites étoiles dans Google, les notions de en stock, les prix, etc. Parfois qui vous indiquent. Demain, on ne sait pas ce qu'ils seront susceptibles d'afficher, mais potentiellement plein de choses. Donc plus vous allez structurer votre information d'un point de vue HTML avec un code propre, et bien structuré, bien organisé selon ces guidelines, plus finalement vous avez de chance d'être des précurseurs sur des affichages un petit peu innovants. Et enfin, petit warning, si vous êtes utilisateur PrestaShop, normalement vous n'avez pas trop le problème. Mais attention aux techno.js, les techno.js, les frameworks type Angular, type Vue.js, etc. Ne sont pas anti-SEO. Je ne vais pas vous tenir ce discours-là, certains confrères peuvent le tenir, mais je ne vais pas le faire, parce que dans l'absolu, on peut trouver des solutions. Par contre, si vous ne prévoyez pas un rendering correct dès le départ, et que vous ne le faites pas en pensant au SEO, ça peut être la cata. Donc attention à ça, et puis voilà, il y a plein de problèmes de sous-performance, n'oubliez pas quels sont vos objectifs au départ. Pour quelques demi-satisfactions gagnées, vous pouvez tout risquer. Donc il faut faire attention quand vous faites ce type de choix de technique. C'est important d'en parler au moins à un consultant. La rapidité, donc là encore, Google vous dit faites des sites rapides, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour votre classement, etc. C'est surtout mieux pour lui quand il va crawler vos sites, être sûr qu'il va passer moins de temps à les crawler. Par contre, évidemment, plus il crawl votre site fréquemment, avec rapidité, plus il va revenir souvent. Donc un site plus vite crawlé, plus souvent crawlé, c'est un site qui se positionne mieux généralement. Donc attention à ça, si vous ne le faites pas pour nous, faites-le au moins pour vos utilisateurs, parce qu'à un moment donné, on a tous été confrontés, surtout avec le mobile, à un site qui rame. Quand on est dans le métro ou dans le tram, ça peut vite être assez agaçant, on sait tous ce que c'est. Donc attention à ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, là normalement c'est à votre agence web d'être proactive là-dessus, c'est à votre solution d'être efficace et performante, et c'est à vous de faire les choix aussi qui sont les plus logiques et les plus centrés vers la perf. Attention à un truc, je fais un petit focus sur les temps de chargement, ça n'a pas grand chose à voir avec le SEO, mais c'est aussi un constat que je fais, on travaille avec beaucoup de gens, c'est particulièrement vrai dans le e-tourisme, mais on voit souvent ça dans le e-commerce.
le site web est super rapide, on a tout optimisé, c'est fantastique, etc. Et puis on arrive sur la plateforme de paiement. Et puis alors là, c'est une catastrophe, parce qu'il n'y a rien qui avance, ça rame comme c'est pas permis, et on perd beaucoup de ventes sur les processus de paiement. Alors c'est particulièrement vrai sur les plateformes externalisées ou des choses comme ça, mais voilà, c'est quand même un gros manque à gagner, et qui pour le coup peut être un quick win. Donc attention à ça. Enfin, le mobile, alors je l'ai mis en dernier, mais ça pourrait être le premier point finalement, ça dépend de votre cible, mais finalement il faut garder en tête qu'au niveau du taux de pénétration des usages mobiles, sur les 12-25 ans par exemple, on est à 90 à 95% d'utilisateurs qui n'ont qu'un mobile. C'est comme ça aujourd'hui, un gamin de 15, 16, 17 ans, il n'a plus de PC, il a juste son mobile. Parfois des mobiles assez performants, d'ailleurs on peut être surpris, hein. Il y a des gamins de 15 ans avec des iPhone 10, j'ai jamais pu m'en payer, mettons. C'est comme ça. J'ai jamais voulu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on parle de mobile first. Le mobile first, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que Google et son bot n'attribue les critères de positionnement qu'à votre version mobile, quel que soit le mode de développement, que vous soyez en responsive, en dynamic serving, avec un site mobile à part, etc. Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que Google va crawler comme si vous n'étiez qu'un mobile, il va crawler en mode user agent mobile, et donc du coup, vous attribuez les critères de positionnement en fonction de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les systèmes qui font en sorte que des contenus soient non présents sur mobile alors qu'ils sont présents sur desktop peuvent engendrer de la sous-performance. C'est une vraie question à se poser. Et on le voit souvent, on le voit même sur des sites responsives où certains blogs, voilà, ça c'est le contenu SEO, on s'en fout, hop, on le masque sur mobile et puis le problème est réglé, sauf que en attendant, Google s'en sert toujours du contenu et s'en sert pour classer votre site. Donc potentiellement sous-performance là encore. Idem pour la partie maillage interne, on a tendance à réduire ce qu'on rend visible sur mobile, donc les footers sautent, ça généralement c'est pas trop un problème, mais les menus peuvent être réduits, certains liens peuvent être supprimés, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut monitorer pour vous assurer de ne pas avoir de déperdition sur ce qui est utile pour le SEO entre votre version mobile et votre version desktop. Enfin, bon, j'en parle pas trop parce que si vous avez des questions, ça concerne assez peu de personnes, sur AMP, PWA, ce sont des choses que Google pousse. Maintenant, on ne voit pas des masses de performance là-dedans, on ne voit pas des masses de gens qui s'y risquent. Ceux qui le font plutôt avec succès, généralement quand ils le font bien, surtout le PWA. Maintenant, on voit aussi beaucoup de PWA qui ont principalement choisi cette techno pour des questions fonctionnelles et qui, au final, malheureusement, ont oublié le SEO alors que c'est censé être la techno super pour le SEO, etc. C'est un peu dommage. Donc, si vous avez des cas, n'hésitez pas à venir m'en parler, c'est particulier, mais ça ne concerne pas tout le monde. Alors, dans tout ça, quand vous voulez faire du SEO, il y a la partie technique, il y a la partie décisionnelle, etc. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les outils SEO, finalement, sont légion, il y en a plein. C'est même super agréable de bosser aujourd'hui dans le SEO parce que finalement, il y a plein d'outils qu'on n'avait pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, et qui nous permettent de faire plein de choses, qui sont super vendeurs. Si vous faites une conf, un événement SEO aujourd'hui, je sais pas, le SEO Camp par exemple, qui est un des plus gros, ou le SMX, ou si vous avez de la chance, le Dragon SEO au Royaume-Uni, qui est une tuerie, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a plus tellement d'agences SEO qui sont présentes dans les salons. Il y en a quelques-unes, mais au final, vous avez surtout des vendeurs d'outils. Alors, qui vont potentiellement être magiques, vous faire votre SEO tout seul, etc. Mais chacun vend à sa sauce, chacun le vend à sa manière, mais en tout cas, il y en a beaucoup. J'en cite quelques-uns pour faire pub à personne et faire de la pub à tout le monde en même temps. Ce sont des outils français pour le coup. Il y en a plein, ils servent à plein de choses. Maintenant, faites attention à une chose. Quel que soit l'outil SEO utilisé, et je dis bien tous, même les nôtres, si vous n'avez pas en face l'expertise, ça donne ça à la commande d'abondance. Ça veut dire que nous, ce qu'on voit chez les annonceurs et chez les e-commerçants, c'est qu'il y a des gens qui payent des outils, parfois très chers. Il y a des outils qui se vendent avec des licences à 2000 € par mois. Je vous laisse calculer sur l'année ce que ça peut coûter. Mais si vous n'avez pas ni le temps, ni l'expertise pour comprendre tous les détails de certains outils qui, en plus, parfois sont obscurs dans leur KPI, potentiellement, vous allez soit ne pas les utiliser, soit mal les utiliser, prendre les mauvaises décisions, soit les laisser dans la boîte et les laisser pourrir dans la poubelle. Donc faites très attention à ça. Moi aujourd'hui, si je devais vous faire une réponse sans langue de bois sur quels outils on doit utiliser, je vous dirais déjà des outils décisionnels et de benchmark. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule strat en SEO, il y a une strat par site, une strat par ciblage. Ça veut dire que dès que vous avez une thématique sur laquelle vous voulez vous positionner, il va falloir se poser la question, limite pour chaque mot-clé, de ce qui fonctionne.
qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que Google met en avant sur ma requête, tapez-la dans Google, regardez et analysez les résultats et comment ils sont présentés, quels sont les types de pages, etc. dans le détail, sur tous les aspects possibles et imaginables. Donc là, je remets la casquette cyber, mais il y a quand même des outils qu'on a fait qui sont bien pour ça, qui permettent de faire du benchmark justement sur les SERPs et s'assurer qu'on a pris les bonnes décisions sur les différentes strates qu'on va mettre en place. Et derrière, on va avoir des outils qui sont plus axés sur la technique. Donc, vous avez d'une part la partie strat, décisionnelle, benchmark, vous assurez de faire le bon ciblage. Et derrière, il faut vous assurer que votre 100% technique, votre fiabilité technique parfaite, vous allez la chercher jusqu'au bout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'au bout, c'est aller analyser le crawl de votre site, le crawler comme le ferait Google, et confronter ces crawls-là à des données de log qui vont être disponibles sur vos serveurs et qui vont vous permettre de savoir exactement ce qu'a fait Googlebot sur votre site. Ça permet de valider les concepts, ça permet de valider que les optimisations que vous avez mises en place, elles sont effectives, déjà au niveau du crawl budget, c'est-à-dire du temps, finalement, que Google va passer sur votre site au niveau de son crawler. Tout ça, finalement, ça va vous fournir des données que vous allez devoir ajuster. Nous, ce qu'on recommande, c'est ce qu'on est en train de développer, c'est un futur outil qui nous permettra d'agréger ces données. C'est un petit peu comme un outil de BI qui vous permet de faire de la data vise à partir de différentes sources d'informations qui sont diverses en SEO. Les sources d'informations, ça va être des sources qui viennent de SEMrush, qui viennent d'outils de positionnement, de tracking de positionnement, qui vont venir de Ahrefs, d'analyse de backlink, d'analyse sémantique, etc. Et toutes ces données, quelque part, il faut pouvoir les agréger, les matcher, et aller prendre des décisions en croisant les bonnes données au bon moment. Il n'y a plus vraiment un seul KPI qui peut être valable pour n'importe quel site, qui peut être valable sur n'importe quel client. On est obligé finalement de toujours faire du dashboarding sur mesure, et parfois le dashboarding sur mesure, même sur un client, on va le changer au bout de 2 jours parce qu'on aura rencontré une autre problématique, et on va être obligé d'aller faire une autre analyse. Aujourd'hui, c'est ce temps d'analyse-là qui est le plus important, plus que l'outil que vous allez choisir finalement. Alors, évidemment, il y a des outils qui sont plus ou moins bien, mais encore une fois, je ne suis pas là pour en faire la pub, mais il y a plein d'outils qui sont super fonctionnels, qui sont super efficaces. Maintenant, si vous n'êtes pas capable d'aller croiser les données en masse, et tout le monde n'est pas expert en Excel, tout le monde n'est pas expert en langage R ou en langage Python, donc du coup, il faut pouvoir le faire. Et pour ça, les outils de BI en général sont très efficaces, du coup c'est plutôt vers ça qu'on s'oriente, et en tout cas c'est avec ça qu'on travaille aujourd'hui. Sortons un peu de la technique, on va reparler un petit peu de contenu, je vous l'ai déjà dit, mais le content marketing c'est essentiel dans vos stratégies aujourd'hui. En résumé, je vais faire assez simple. Je vais pas essayer de vous jeter de la poudre de talent pimpin, comme dit notre cher président. Je vais tout simplement vous expliquer 2-3 choses. La première chose, c'est d'avoir un minimum d'empathie pour votre cible. Ça veut dire qu'il faut exploiter finalement, je parlais de données tout à l'heure, toutes les données dont vous disposez, et les données dont vous disposez, c'est parfois des données offline, ça va parfois être des données de SAV, de retour client, de terrain, qui vont vous permettre d'acquérir finalement une connaissance de vos clients plus accrue sur ce qu'ils attendent vraiment, sur ce qu'ils recherchent réellement, ce qui va vous permettre dans un second temps de savoir comment ils le recherchent. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc ça, je vous parle de SEO pour 2020, mais ça fait 20 ans que j'entends ça et que je dis ça, que je le répète à tout le monde, c'est que quand vous êtes dans un business, vous ne parlez pas de la même manière que vos clients. Et je suis le premier, ça se trouve, je dis des trucs, vous ne comprenez rien parce que je suis le seul à comprendre ce que je dis, c'est possible. Mais en tout cas, pour vos clients, certains jargons, certaines façons de parler sont purement internes à votre boîte ou à votre secteur. Et quand on est un client, pour vous, on ne cherche pas comme ça en fait. Ça veut dire que moi j'ai des clients, ils viennent me voir, ils me disent voilà, les mots-clés sur lesquels on veut se placer, c'est ça, ça, ça. Et puis je leur dis mais en fait, il n'y a personne qui cherche ça. Bon, après on a des chiffres qui nous permettent de valider ces notions-là, mais parfois pour le client c'est compliqué. Le premier réflexe à avoir, c'est de taper votre mot-clé dans Google et de voir ce qui sort. Et si ce qui sort n'a rien à voir avec vous, c'est que potentiellement vous n'êtes pas au bon endroit, pas sur le bon ciblage. Donc voilà, c'est important d'avoir cette empathie-là et d'apprendre comment on recherche vos cibles. Parce que derrière, ça vous permet d'aller voir la réponse de Google, et là, on va repartir dans l'analyse, on va repartir dans la décision, pour voir tout ce que Google peut proposer. Donc, je parlais des feature snippets, je parlais des extraits enrichis, je parlais de tous les résultats un petit peu agrégés que Google peut fournir. Tout ça, toute cette connaissance-là, vous devez l'avoir, vous devez l'obtenir pour une bonne raison, c'est que derrière, je ne vais pas vous dire allez voir qui est premier, ce qu'il a fait et faites pareil. Je vais vous dire allez voir ce qui est premier, allez voir ce qu'il a fait, faites pareil et faites mieux, surtout, mieux. Ça c'est un truc qu'on oublie trop souvent, c'est que quand vous êtes dans un secteur d'activité, quand vous êtes e-commerçant sur une thématique, aujourd'hui il faut montrer vos points différenciants, ce qui fait que, la preuve finalement que vous êtes mieux qu'un tel ou un tel. Le SEO
purement technique, fait dans son coin, à la papa, avec des techniques de content spinning, spécial dédicace, ou des choses comme ça, ça suffit plus en fait. Ça veut dire que ça peut marcher dans certains cas, notamment sur des niches ou des secteurs très peu concurrentiels, mais dès qu'on rentre dans le cœur du sujet, il faut aller valoriser votre expertise et la montrer. Alors ça va être gratuit, ça veut dire que ce que vous allez fournir à vos clients, à vos internautes, c'est du contenu gratuit. Encore une fois, que vous allez donner à Google, et c'est le jeu. Malheureusement, si vous voulez toujours des clics, il va falloir lui en donner plus. Donc c'est un petit peu la course à l'échalote, c'est un petit peu sans fin. Mais tant que Google sera là et tant que Google sera dominant, si vous voulez émerger dessus, il faut lui en fournir plus, de la manière la plus propre possible. Et quelque part, démontrer que vous êtes l'expert. Donc tout à l'heure, je parlais de comment nourrir un cheval. Comment nourrir son cheval, qui est une requête qui vaut ce qu'elle vaut, mais nous, c'est typiquement le genre de page aujourd'hui qu'on produit pour nos clients. On a fait une conférence au e-marketing la semaine dernière avec notre client VetoStore. Il est venu avec nous démontrer comment, avec des stratégies de content marketing, on a produit du contenu sur comment nourrir son cheval et toutes les thématiques qu'on a vues dans les People Also Ask, les feature snippets, etc. On a fait l'ensemble des requêtes que les internautes recherchent. On a fourni des guides, on a fourni des livres blancs, on les a fait produire. On les a fait produire pour le coup, le client nous les a fait produire, plus exactement. On l'a fait pour lui, on a travaillé là-dessus, on a intégré des produits dans ces contenus riches et on a obtenu plus de performance. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un niveau d'effort important, c'est juste ce qui permet d'obtenir la force de marque finalement nécessaire pour être émergent sur Google aujourd'hui. J'en reviens à mon point de départ, que sont les liens. Ce qu'on appelle le SEO off-page, tout ce qui n'est pas sur votre site internet et qui se passe à l'extérieur. Je vais en parler assez rapidement, mais aujourd'hui encore, Google a besoin des liens pour classer un site internet. Je vous donne finalement 3 raisons de continuer là-dedans, de continuer à travailler sur votre SEO off-page. La première, c'est que finalement, il y a une loi qui est celle de Google Penguin et qui dit que vous êtes obligé finalement de surveiller un minimum ce qui se passe sur votre site, de surveiller les liens qui arrivent vers votre site. Parce que finalement, sinon vous vous exposez à des pénalités. Le négatif SEO, ça marche encore aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a des gens qui peuvent endommager votre site internet en produisant des liens de mauvaise qualité vers chez vous. Donc à minima, il faut au moins surveiller, il faut connaître votre portefeuille de liens et l'intégralité des liens qui pointent vers votre site. Vous devez savoir comment ça se passe et comment l'améliorer. Pour optimiser ce profil de lien, il y a plusieurs solutions. Je ne rentre pas dans le détail, on peut faire de l'analyse de liens concurrents ou des choses comme ça. Mais un quick win qui est assez simple, enfin 2 plus exactement. Le premier, c'est d'aller optimiser votre capital sympathie. Ça veut dire que s'il y a des gens qui parlent de vous, qui citent votre marque, qui citent votre site sans faire de lien, ça veut dire qu'il y a un minimum de capital sympathie, sauf si vous avez un bad buzz ou un truc comme ça. Mais même un bad buzz, ça peut être positif dans certains cas, puisque ça peut générer des liens vers votre site. Donc du coup, c'est nécessaire d'aller parler avec ces gens-là, voir s'il y a des partenariats à mettre en place, voir s'il y a des échanges de produits qu'on déteste à mettre en place. Et tout ça, ça va vous générer du link bait. Donc on va faire des liens vers chez vous, non pas spontanément, mais vous aurez un petit peu orienté ça. La troisième raison, c'est de corriger les liens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, vous avez fait des refontes, et potentiellement, elles ont été mal gérées par vos prédécesseurs, ou par vous-même. On fait tous des erreurs, heureusement, sinon vous ne progresserez pas. Donc du coup, ça vous permet d'aller voir s'il n'y a pas des liens qui pointent vers des pages erronées, des pages qui sont en 404 ou qui font une 301, comment on peut aller faire modifier ce lien-là, comment potentiellement on peut l'envoyer vers une autre page qui soit plus pertinente. Tout ce travail-là, c'est un travail qu'il faut faire aujourd'hui pour performer et pour aller obtenir plus de liens de la meilleure qualité possible. Juste un exemple de cours de ce qui peut fonctionner sur le linking tactique. Un passage de 18e en première position sur Google en 1 an, sur un mot-clé avec un search volume de 1000, c'est-à-dire 1000 requêtes effectuées par mois sur ce mot-clé-là. C'est un chiffre Google qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est une estimation. Voilà, gardez en tête que le linking tactique, ça sert certes à manipuler les résultats de Google, mais ça fonctionne encore très bien. Et gardez en tête aussi que sur certaines thématiques, obtenir plus de liens naturellement, ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire que quand vous tapez certaines requêtes, je vous invite à le faire si vous avez des outils d'analyse de backlink, vous tapez des décorations maison, des choses comme ça, décoration de salle de bain, peinture salle de bain, ou des mots-clés assez concurrentiels, vous allez vous apercevoir que les pages qui se positionnent en première, deuxième, troisième position, alors certes, elles font partie de sites de gros acteurs, des Leroy Merlin, des décorations, je sais pas, enfin maison de décoration, je ne sais quoi. Par contre, quand vous regardez les liens qui pointent vers elles, c'est uniquement et exclusivement des liens factices. Donc des liens qui ont été créés par des gens comme moi et qui pourrissent le web avec des liens qui sont plus ou moins factices. Néanmoins, c'est ce qui fonctionne sur Google aujourd'hui. Alors nous, on essaie de le faire de la manière la plus qualitative possible et existante, c'est-à-dire qu'on est réellement éditeur de sites et on passe en partenariat avec des blogueurs, des influenceurs, etc., qui nous produisent ce type de liens-là. Maintenant,
on va pas se mentir, c'est pas des liens qui sont faits spontanément par des vrais webmasters vraiment passionnés de votre site. C'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc sur tout ce qui est concurrentiel, il faut d'une manière ou d'une autre développer votre linking tactique. Le on-SERP SEO, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Si le futur de la SERP est sur Google, nous aussi on doit y être. Ça veut dire que quand vous êtes un business local, c'est impératif de bosser sur vos fiches Google My Business, c'est impératif de les remplir de la manière la plus complète possible, de fournir toutes les informations, encore une fois, disponibles à Google, de travailler sur l'intégralité des services, un des principaux services étant les avis, tout simplement. On peut également revendiquer certaines fiches de marque qui sont présentes dans le knowledge graph sur la droite. C'est principalement vrai pour les grosses marques, mais vous pouvez quand même aller revendiquer ces informations-là, les modeler, les formuler autrement et travailler encore une fois, votre balisage en données structurées pour aller fournir le plus d'informations possible. En tout cas, fournir celles que vous voulez montrer. C'est aussi qui est important. Et enfin, gardez en tête que bon, là, je ne vous parle que de Google et je ne vous parle que de Google Dépendance finalement, mais il ne faut pas hésiter à en sortir pour plusieurs raisons. La première, c'est que tous les signaux, notamment les signaux positifs et négatifs assez clairs qui peuvent être dispensés sur le web, vont contribuer finalement à la perception qu'a Google de votre site. On en revient à RankBrain, qu'est-ce qu'il va prendre en compte dans tout ça? Voilà, la notion d'avis, la notion de présence sur les réseaux sociaux, la notion de partage de vos pages, toutes ces informations-là, tous ces signaux sont des signaux qualitatifs que Google utilise plus ou moins selon les périodes, mais en tout cas cherche à utiliser. Il cherche à utiliser des données internautes pour mieux positionner votre site. Donc si on parle de SEO pour 2020, on parle de choses comme ça. On parle de s'assurer que votre empreinte de marque soit positive partout où elle peut l'être, voire partout. Et enfin, le SEO n'est pas seul parce qu'il y a aussi les ads, donc les Google Ads. Je le disais tout à l'heure, la page de résultats de recherche, c'est un espace publicitaire avec une partie d'organique et une partie qui est payante, mais ça reste le même espace, ça reste le même média, le média de la recherche Google. Je suis un internaute, je cherche sur Google, que le résultat soit payant au clic ou pas payant au clic, je m'en fous, je ne le sais pas. Et on voit sur la plupart des études, il y en a assez peu des études comme ça, on met la dernière en date un peu d'ailleurs. Mais en tout cas, on sait que les internautes distinguent assez peu tout ça. On voit que la proportion des gens qui savent détecter un AdWords et ne pas cliquer dessus, enfin Google Ads, est assez faible. Donc gardez en tête que les stratégies ne sont pas forcément opposées. On cannibalise de moins en moins le SEO avec le SIA aujourd'hui. Quand on fait des campagnes Google Ads, souvent on génère du trafic incrémental, même sur l'achat de sa propre marque. Faites le test, si vous avez un site e-commerce et que vous achetez votre marque sur AdWords, vous allez vous apercevoir que généralement on va générer du trafic incrémental. Voilà, j'en termine. Donc pour résumer, la veille permanente sur la SERP de votre thématique, de vos thématiques dans certains cas. Assurez-vous que vous savez ce que Google propose. Développez votre empreinte de marque. Le SEO aujourd'hui, c'est plus de la tech pure faite dans son coin, c'est de la com et du marketing en priorité. Soyez mobile, soyez rapide. Mobile first, mais demain, ce sera mobile only, avec l'utilisation de devices mobiles exclusivement. Une architecture technique propre pour le SEO et pensée pour, avec de la flexibilité et de la pérennité dans vos développements. Des outils adaptés avec l'analyse experte uniquement. Si vous avez que l'analyse et pas les outils, ça va être compliqué parce que ça va prendre beaucoup de temps. Si vous avez que les outils sans l'analyse, vous allez faire n'importe quoi et c'est normal. Des contenus experts, adaptés aux cibles et utiles pour la cible. Et enfin, un linking tactique efficace. Voilà. C'est en gros ma recette aujourd'hui et pour demain pour fonctionner en SEO. Je vous remercie pour votre attention. Quelques livres blancs qui sont dispo auprès de mes deux collègues qui sont au fond de la salle sur plein de sujets, qui sont téléchargeables en ligne également sur l'adresse que vous voyez là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Des questions, je ne sais pas qui fait passer le micro ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous venez me voir après, je reste un moment. C'était clair? Oui. Vous dormez, c'est ça? Oui, bonjour. J'aurais une petite question à poser, sur lesquelles vous n'avez pas parlé. Vous passez par quoi éventuellement pour faire vos liens?
Est-ce que vous auriez des conseils à donner sur les différentes typologies de liens à faire sur un site quand on est par exemple un petit site et qu'on chercherait à monter progressivement sur des expressions qui sont intéressantes, si vous passez par, je sais pas, des PBN, des services en ligne qui proposent des liens ou autres? Des PBN, il faut avoir les moyens quand même. Donc si on veut se créer son propre, un PBN, tout ce que ça passe, c'est un Private Blog Network, donc un réseau privé de blogs finalement. On va créer son propre réseau qui permet de faire des liens vers son site. Honnêtement, créer un PBN quand on est e-commerçant, il faut savoir ce qu'on fait déjà, et puis c'est un peu risqué. L'achat de liens sur certaines plateformes, oui, ça fonctionne très bien. Après, il faut être capable de discerner le bon lien du mauvais lien, celui qui va réellement apporter du link juice. Maintenant, moi, ce que je recommande, c'est d'aller le plus possible vers le naturel et d'essayer de faire un maximum de com et de produire la com qui va générer. Voilà. C'est parler autour d'un service, autour de quelque chose qui fonctionne. Sinon, les techniques que je connais là, l'analyse déjà des citations, des liens existants, aller modifier les liens existants, aller modifier, aller créer des liens. On retrouve, parce qu'ils pointent des liens, ils pointent vers des concurrents. Toutes ces analyses-là, en fait, c'est vraiment de l'analyse. Après, en termes de typologie, il faut de la diversité, des liens de différentes sources, même des liens non optimisés peuvent apporter beaucoup de critères positifs. Et puis surtout, il faut le faire dans la régularité. Parce qu'avoir un gros pic de liens d'un seul coup, à moins qu'il y ait réellement un événement qui le justifie, c'est généralement un signal pour Google qu'on est en train d'essayer de le faire à l'envers. Il faut se méfier un petit peu de ça. Et c'est comme ça que certains concours SEO engendrent des catastrophes. Alors, un rich snippet, c'est un extrait enrichi. Ça me tape dans Google parfois. C'est quand vous allez avoir les petits liens bleus classiques. Et parfois, vous allez avoir un lien dans Google où vous allez avoir les petites étoiles, le en stock, le nombre de produits disponibles, toutes ces informations-là. C'est en gros des extraits qui sont enrichis avec plus d'informations. Ah non, c'est sur Google. C'est sur Google. C'est le résultat sur Google, les rich snippets. C'est ce que vous allez générer en utilisant des données structurées, notamment. Alors vous pouvez intervenir sur le site pour améliorer votre code HTML, pour faire en sorte que Google les ressorte plus facilement, ou parfois il choisit de les sortir spontanément. Est-ce que la création de cocon sémantique, ça marche toujours bien? Ah, ça c'est une jolie terminologie. Alors moi je ne parle pas de cocon sémantique parce que c'est brandé, ça appartient à quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Par contre, la logique de regrouper ces contenus, de les mailler les uns entre les autres, sur des logiques qui sont des logiques purement sémantiques, ça fonctionne très bien. Le silo, ça fonctionne, le cluster, ça fonctionne, la grappe sémantique, ça fonctionne. Tout ça, c'est la même chose. Si vous voulez l'appeler cocon, appelez-le cocon, mais en tout cas, ça fonctionne depuis toujours. Une deuxième question, tous les sites influenceurs qu'on trouve actuellement, de plateformes, etc., on peut acheter des liens, justement, avec du contenu ou sans contenu. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas fait par Google, le fait qu'on ait payé un service? Est-ce que ça rentre dans le SEO? Pas vu, pas pris. Ouais. Si c'est pas marqué que c'est sponsor, c'est pas marqué, donc il ne le voit pas. Maintenant, est-ce que Google est capable de lever certains réseaux? Oui, il a déjà fait des exemples. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Oui, bien souvent ça fonctionne. Après, charge à vous de bien choisir le prestataire, de bien choisir le réseau, et surtout, ces analyses-là, ça se fait au lien le lien. Ça veut dire que pour chaque site, normalement, il faudrait vérifier ce qui se passe, et le problème, c'est que souvent, c'est pas possible. Souvent, vous n'avez pas de visibilité sur ce qui va se passer, donc il faut surtout bien choisir son prestataire par rapport à ça. Oui, ça fonctionne et tout le monde fait ça surtout. Oui. Et du coup, le site là. Jamais. Ce sont les gens tout au fond qui posent des questions. Est-ce que c'est un très bon référencement naturel? Est-ce que tu conseilles de faire de la pub sur Google, par exemple, pour demander des séances? Je pense qu'il y a un risque en fait pour le référencement naturel, sur les deux référencements. Ça, j'en ai parlé vite fait de la cannibalisation. Non. Après, c'est que du cas particulier en fait. Sur chaque mot-clé, on peut se poser la question. Mais c'est ce que je disais, généralement, nous, on a fait plein de fois l'expérience.
quand tu fais de la campagne AdWords, même sur ta marque, et que tu coupes les campagnes, bah, tu perds le trafic, tu ne le retrouves pas en fait. C'est souvent de l'incrémental. Maintenant, il faut tester. Il y a des mots-clés sur lesquels c'est vrai, il y a des mots-clés sur lesquels c'est pas vrai. Et c'est pour ça que ça fait partie de l'optimisation d'une campagne Google Ads aujourd'hui. Il faut s'assurer de ça aussi. On ne peut pas considérer les deux leviers comme opposés. Encore une fois, c'est le même espace publicitaire. Non, le Google Ads n'aide pas à un meilleur positionnement ici. Ça, c'est une légende urbaine qui a toujours existé dans le SEO. La deuxième, c'est est-ce que faire plus de trafic, ça génère un meilleur SEO? Non plus. Sauf indirectement, mais alors très indirectement. Bon, j'ai fini. Je reste là si jamais il y a des questions.